Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. C'est le moment de parler des affaires de l'Amérique. Luc La Liberté est avec nous pour ce petit tour d'horizon quotidien. Luc, tu sais que c'est un de mes moments privilégiés de la journée, carrément. Je me lève tôt, je me couche tard, mais passer 10 minutes avec toi. Bref, il y a cette lutte... C'est réciproque, Francis. Oui, ben voilà, sans doute. Je fais des blagues, mais pas tant. Il y a toujours un fond de vérité. Il y a cette lutte, évidemment, qui s'est terminée au Michigan la semaine dernière avec l'élection d'un candidat qu'on dirait progressiste, socialiste, même à certains égards. La même chose se reproduit là, au Minnesota. Deux candidates, cette fois-ci, qui s'affrontent. Une plus progressiste, l'autre plus centriste, on pourrait dire. Peux-tu nous faire un peu l'état des lieux, s'il te plaît? Écoute, c'est drôlement intéressant parce qu'on l'a dit, il y a des factions. On a parlé d'effraction du vote un peu, ou à tout le moins d'une partie de la base MAGA du côté républicain et du côté de Donald Trump. Alors, on a un phénomène qui est similaire, c'est-à-dire qu'on va jouer à la fois sur la mobilisation, puis on va jouer bien sûr sur les chances face à l'adversaire républicain lorsque ça compte vraiment, c'est-à-dire au mois de novembre. Donc, le Michigan, la semaine dernière, on avait dit, grosse victoire pour M. Al-Sayed, c'est une victoire progressiste. Mais au total des primaires, la semaine dernière, une égalité, en fait, dans les candidats modérés et progressistes qui l'avaient emporté. On reporte donc, entre guillemets, ce combat, nouveau round de ce soir, dans deux États. Il y a effectivement le cas du Minnesota dont tu as parlé, où les progressistes Flanagan et la modérée Angie Craig, donc, vont s'affronter. Encore une fois, ça nous rappelle ce qu'ont fait Al-Sayed et Stevens la semaine dernière. C'est-à-dire qu'Angie Craig, c'est la candidate de l'establishment, des dirigeants. Je crois ne pas me tromper en disant que les stratèges espèrent sa victoire à elle. Elle a un financement qui est supérieur, 3-4 fois supérieur à Flanagan. Mais Mme Flanagan, elle est connue. Elle est lieutenant-gouverneur, donc, de cet État. Puis elle a déjà une base de bénévoles, de gens sur le terrain qui peuvent aider à compenser le désavantage pour la cagnotte ou le trésor de guerre. Donc, ce sera très important. Et la course a été très serrée depuis le début en passant. Donc, l'avance a changé de candidate au fur et à mesure qu'on s'approchait du vote de ce soir. Mais je vais surveiller aussi beaucoup ce qui se passe au Wisconsin. Encore une fois, le Wisconsin, c'est un État pivot, un État très important. Et cette fois-là, c'est une lutte pour le poste de gouverneur. On a David Crowley, qui, lui, est le candidat endossé par le gouverneur sortant, Tony Evers, qui ne voulait pas faire un troisième mandat. Et il a dit, à la toute fin, du bout des lèvres, j'appuie Crowley. Pourquoi du bout des lèvres? Parce qu'il avait peur de diviser la base démocrate en s'en mêlant. Parce qu'il y a une candidate, c'est probablement celle dont on parle la plus dans ce cycle-là ce soir, candidate qui s'appelle Francesca Hong. Et Mme Hong est associée très clairement, là, elle en fait partie, des Socialist Democrats of America, dont on parle de plus en plus, les socialistes démocrates. Et non seulement elle est associée à ce groupe jugé très progressiste, dont on craint qu'il puisse éventuellement noyauter le Parti démocrate, mais comme beaucoup de candidats, nous sommes habitués maintenant à cette dynamique, on a ressorti d'anciennes déclarations sur les réseaux sociaux et certaines de ces déclarations reviennent l'hanter. Par exemple, elle a affirmé, je crois que c'est autour de 2020 ou 2021, qu'elle souhaitait tout simplement abolir les services policiers. Donc, c'est une coche de plus que le fameux defund the police. C'est pas defund, c'est abolish, là. Plus de policiers. Voilà. C'est soit on est complètement naïf, soit on espère un monde meilleur qui nie la réalité et les problématiques sur le terrain. Mais c'est le genre de message qui déplaît parce que déjà, couper le financement des services policiers, quand on craint pour sa sécurité, c'est un message qui a mal passé. Quand on parle de réforme, de conscientisation, quand on parle de formation des policiers, ça, habituellement, je pense qu'on peut rejoindre des électeurs plus modérés, même dans certains cas des républicains. Mais là, je répète, donc c'est le genre de déclaration, et il y en a d'autres, qui reviennent l'hanter. Donc, très important, en tout cas, c'est ce que je vais surveiller ce soir. Est-ce qu'on aura finalement une coupure nette et on va encore une fois résolument progressiste du côté des démocrates ou si on y va pour les modérés?
Rappelons d'ailleurs que les deux États ont été quand même largement affectés là, par toutes ces histoires de déploiement de ICE, là, donc cette police de l'immigration. Donc ça joue aussi évidemment quand tu parles de financement ou de réforme des services policiers. Bon, ça c'est une police fédérale, mais quand même, là, on est quand même... On pourrait même remonter jusqu'à George Floyd. Là. On est toujours dans la même région, dans le même secteur du pays. Puis si nous, parfois, dans le tumulte de l'actualité, on oublie, les gens sur le terrain, eux, n'ont pas oublié. Non, sans doute. Sinon, on se ramène un peu plus loin de chez nous, mais il y a un lien, évidemment, Luc, Bachar al-Assad, ancien président à vie, je crois, c'est comme ça qu'il se nommait, de la Syrie, a été aujourd'hui condamné à mort. Son cousin également. Monsieur al-Assad a fui le pays là, suite à l'effondrement de son régime. Il est à Moscou aujourd'hui, mais son cousin, lui, il est détenu en Syrie. Il fait donc face à cette peine de mort. Commençons peut-être avec cette nouvelle. Là. Qu'est-ce que tu penses de ce dénouement pour cet État du Proche-Orient? Écoute, je l'ai bien sûr analysé d'abord. C'est devenu mon réflexe naturel, c'est la déformation. Quand j'ai regardé la Syrie, quand j'ai entendu ou lu ce qui survenait dans le cas de Bachar al-Assad, j'ai tout de suite pensé aux États-Unis. Et je n'ai pas pu faire autrement que d'aller vers ce qui semble être un changement d'attitude, de politique à l'endroit de la Syrie de la part de l'administration Trump. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux là-dedans d'informations qu'on peut partager. Mais sous al-Assad, l'administration Trump, par exemple, y allait de sanctions. L'ONU également. Et depuis le départ de Bachar al-Assad et depuis l'arrivée d'al-Shara, c'est très clair que l'administration Trump a modifié. Ça a été son attitude. Ça a été la fin des sanctions. Ça a été une invitation servie donc au président syrien de se présenter à Washington. Et on apprenait, on l'a appris, je pense que c'est le site Axios ce matin qui avait la primeur ou tard hier en soirée. Mais ce qu'on apprenait, c'est qu'on est intervenu donc en Syrie dans des négociations pour éviter des frappes israéliennes. Et c'est là où je dis il y a plusieurs niveaux. Donc, on est intervenu auprès de la Syrie parce que sous Bachar al-Assad, avec l'aide de la Corée du Nord, on avait construit un réacteur nucléaire. Avec Bachar al-Assad, c'est disparu, mais il reste des installations, dont un site clandestin que ceux qui suivent le dossier connaissent peut-être, c'est le site 99. Et il y avait encore du matériel radioactif. Et c'est là où Israël est intervenu dans le dossier en disant « Nous, il n'est pas question, on ne tolère pas ça ». Et face au nouveau régime, dont la réponse était « On est désolé, nous ne le savions pas », Israël a dit « Si vous ne bougez pas, on va frapper ». Et les États-Unis sont intervenus dans le dossier et on est parvenu à une entente. On va sortir donc ces éléments reliés à l'ancien réacteur nucléaire. On va sortir le matériel qui est toujours là et on évite des frappes israéliennes. Mais ce qu'on regarde aussi du côté américain, c'est avez-vous raison de faire confiance à un président qui appartenait à une organisation qui était liée à Al-Qaïda? Et devez-vous avoir confiance dans une administration qui, si elle dit vrai, ne savait même pas ce que détenait l'ancienne administration? Donc, c'est un geste qui évite le pire, ça évite des frappes israéliennes. Reconnaissons, et c'est probablement ce que l'administration va faire, un bon coup, du moins dans l'immédiat, à court terme de l'administration Trump, mais gardons un élément de doute ou un élément d'analyse possible à moyen et à long terme. Rappelons quand même que depuis la chute du régime al-Assad, il y a effectivement un nouveau gouvernement en place, mais on est loin d'une mainmise là, sur l'appareillage de l'État. Donc, c'est peut-être des choses... C'est quand même drôle à dire qu'on ignore la présence d'un site nucléaire, mais disons qu'on n'est pas tout à fait dans la présence d'un État comme on le connaît chez nous, là, plénipotentiaire, avec tout l'appareillage habituel. Là. C'est un peu en train de se faire... C'est la raison pour laquelle je parlais de doute. On se demande si le régime est bien stable et jusqu'où l'administration peut-elle faire confiance à ce régime ou à ses nouveaux dirigeants? Bon, on passe un peu du coq à l'âne, Luc, mais plus près de chez nous, Luigi Mangione, qu'on a connu il y a quelques
un an et demi de ça, 2 ans, là, qui avait évidemment présumé assassin là, d'un grand patron dans le domaine de l'assurance santé aux États-Unis, est de nouveau devant la justice. Il fait face évidemment à des accusations de meurtre avec préméditation. Il a plaidé non coupable. Puis là, évidemment, il y a toutes sortes de tractations là, autour de ce fameux procès très médiatisé. Monsieur Mangione a carrément des fans, là, bon, un peu peut-être extrémistes, là, mais qui en appellent à l'assassinat des grands patrons. Là. Bref, je leur laisse leur délire à eux, mais peux-tu un peu nous situer le personnage Luigi Mangione dans l'esprit populaire américain actuellement? Tout d'abord, précisons où on en est dans le calendrier. Normalement, le procès devrait débuter début septembre, autour du 8 septembre. Ça devait normalement être la dernière audience aujourd'hui avant le début du procès. C'est là où on nous a annoncé, d'ailleurs, ça a été partagé par beaucoup de médias, c'est là où on nous a annoncé que les jurés demeuraient anonymes. C'est pas extraordinaire. Là. Dans les dossiers très médiatisés puis à risque, c'est habituellement la façon de procéder. Et rappelons aussi qu'il y a des chefs d'accusation, donc il est toujours responsable, tenu pour responsable ou accusé donc de meurtre au 2e degré, mais la pire accusation, qui était celle de terrorisme, a été abandonnée. Ce qui est étonnant dans ce dossier-là, étonnant et pas, là, c'est-à-dire que c'est l'ampleur du phénomène puis jusqu'où on est prêt à aller, mais on le sait aux États-Unis à quel point les soins de santé coûtent cher. Ceux qui bénéficient d'une assurance de leur employeur ou qui ont les moyens de se payer de bonnes assurances vont être particulièrement bien traités, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous avez des amis américains, demandez-leur s'ils aiment leur couverture médicale et les frais qu'ils ont à payer en plus. Et très souvent, ce sont des choix dramatiques. Je me souviens, dans des cas de catastrophe, par exemple, on demande à quelqu'un, allez-vous reconstruire votre maison? Un ouragan vient de passer. Puis la personne répond, j'avais pas d'assurance pour la maison parce que j'avais une assurance santé. Quand je parle de choix déchirant, c'est ce genre de choix. Donc, Luigi Mangione est vu par certains comme le bras vengeur d'une partie de la population américaine qui en a assez de ce qu'on considère être la gourmandise, l'exagération, donc l'exploitation finalement des bénéficiaires de l'assurance par les grandes compagnies. Et aujourd'hui, ceux qui ont suivi un peu les activités entourant donc cette dernière audience, ces gens qui appuient Luigi Mangione à différents degrés, ils n'en appellent pas tous au meurtre, mais habituellement, ils se présentent habillés de vert. Pour les amateurs de Mario Bros ou de Mario Kart, Luigi est habillé, bien sûr, en vert, et c'est la couleur qu'on a retenue pour afficher notre soutien à Luigi Mangione. Mais je préfère retenir la colère, je pense, compréhensible d'une partie de la population, tout en dénonçant le fait que si on se met à se faire vengeance soi-même, ce qu'on voit d'ailleurs dans des scénarios de films américains assez souvent, prendre la justice entre nos mains, c'est le chaos qui nous attend ensuite. Rappelons d'ailleurs que depuis le début de l'année, le titre de United Health Group, dont le patron avait été assassiné par Mangione, a pris 20%. L'entreprise vaut 365 milliards de dollars US. On s'entend que c'est un autre univers que celui de la santé aux États-Unis. Luc, évidemment, en terminant, on parle d'un genre de Jason Bourne vengeur. Passons au James Bond de l'OTAN. Et je nomme président Donald Trump qui fuit d'un avion à l'autre dans un cart de nourriture. Peux-tu bien me dire quel est ce délire du côté du président américain? Le président américain est en partie responsable de ce délire, ne serait-ce que parce qu'il a commencé par nier l'information. C'est qu'au retour d'Ankara, après le plus récent sommet de l'OTAN, on a eu une alerte du côté donc des services américains et on a cru qu'Air Force One était visé par une attaque iranienne. Et on a considéré, c'est le New York Times que je cite, on aurait considéré que le nouveau Air Force One, qui est l'avion offert par le Qatar à Donald Trump, cet avion-là n'aurait pas eu les mêmes mesures de sécurité que l'ancien Air Force One. Et donc, on aurait transféré le président. Tous les autres, ce sont des journalistes essentiellement qui suivent le président. Tous les autres sont restés dans le nouveau Air Force One. Et effectivement, on l'a transféré comme par magie dans l'ancien Air Force One. Et Donald Trump a commencé par nier cette information avant qu'on soit en mesure de la valider. Et il y a tellement, outre le narratif qu'a tenté Donald Trump, qui relève du mensonge, nous en sommes tous étonnés, il y a plusieurs
couche d'information ou degré d'information. Ça remet à l'avant-scène pour le président cet avion de 400 millions de dollars qu'il aurait demandé. Il y a de nombreuses sources qui disent oui, c'est un cadeau du Qatar, mais c'est l'administration Trump qui aurait demandé cet avion. Et on parvient jusqu'à maintenant, en jouant sur les mots, à ce que cet avion-là puisse être donné au président tout en contournant la clause des émoluments de la Constitution. Ouais. Je ne pensais pas voir ça, mais c'est un terme que j'ai utilisé souvent dans les 10 dernières années. Il y a bien sûr, comment se fait-il que cet avion-là ne soit pas déjà équipé du meilleur système défensif, donc à la hauteur de l'ancien Air Force One? Et il y a bien sûr, est-ce que les Américains en sont à être vulnérables à une attaque iranienne? Et dernier morceau de l'équation, dernière couche d'analyse, ça veut dire qu'on s'est servi finalement du nouveau Air Force One pour faire diversion. Ouais. Et là, on peut comprendre que des journalistes se disent, s'il y avait un danger, et c'est ce que le New York Times semble confirmer avec ses sources, et que l'avion était plein de journalistes, les journalistes et pas le président. Un peu comme un appât. Tiens, voilà quelques centaines de journalistes, là, bombarder celui-là. Voilà. Nous, on va partir à catimini. C'est quand même fou comme histoire. Et ce qui tend à confirmer cette information, c'est que ça n'arrive pas souvent, mais s'il y a un risque pour l'avion présidentiel avec des gens, bien sûr, les journalistes à bord, on leur demande de fermer les volets devant les hublots. Et les journalistes à bord ont confirmé que c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Luc La Liberté, merci beaucoup. On se retrouve demain, même place, même heure. Une bonne soirée, au revoir.